Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai la possibilité, l'honneur de recevoir un amoureux de la lecture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à... Monsieur Timon Alain, c'est moi-même, merci beaucoup. Bonsoir à vous monsieur Ocollier. Sois le bienvenu sur le plateau de Zouk TV. C'est gentil, merci. Alors, cet après-midi, comme je vous disais, nous allons recevoir un lecteur. Vraiment, il dévore les livres. Et cet après-midi, je pense que nous allons voyager dans différents horizons. Donc, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Alors, ce soir, je vais parler d'un livre que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Carbone modifié, qui est un livre de science-fiction qui date de 2002 et qui est très intéressant parce qu'il parle de l'arrivée des technologies dans la vie quotidienne des êtres humains, tout simplement. D'accord. Donc, carbone modifié, donc l'arrivée des technologies. Donc, on pourrait se demander, ils ne sont pas déjà arrivés? Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est un livre qui a pour particularité de présenter donc un monde futuriste à peu près sur 2 ou 3 siècles et qui explique justement l'arrivée d'une technologie particulière, à savoir le fait qu'on puisse charger ou décharger son esprit dans ce qu'on appelle une puce qu'on a au niveau du cou, de la nuque, et où les personnes peuvent changer de corps ou pas comme elles le souhaitent. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, même si c'est un livre de science-fiction, on suit une enquête parce que un ancien soldat est amené à résoudre une affaire de meurtre dans ce monde-là justement, et où on découvre un monde où la technologie est tellement poussée, où on peut télécharger son esprit dans des espaces de stockage, etc. Et malgré tout, il y a certaines bassesses humaines qu'on retrouve malgré un monde qui techniquement est censé pouvoir nous sauver, façon de parler. Ça c'est... finalement, ça devient passionnant tout ça, puisque, je me suis dit, quand tu as parlé de technologie au début, je me suis dit, technologie, on a déjà la technologie, mais oui, on va encore à un autre niveau. C'est ça, tout à fait. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Exactement. C'est presque digne d'un film de science-fiction. Il n'y a pas eu l'adaptation? Si, il y a eu une adaptation, justement. Une adaptation qui date d'il y a 2 ans sur Netflix, pour ceux qui ont. On a retrouvé une série, justement, qu'ils en ont fait, et qui a eu 2 saisons. Et la première saison relate le livre que justement j'ai lu et que j'ai relu encore parce que c'est un livre que, comme je disais, j'affectionne beaucoup. D'accord. Alors, pourquoi justement ce terme de carbone modifié? On pourrait s'attendre, on a des titres comme l'invasion des machines. Oui, tout à fait. Carbone modifié, ça fait très chimiste. C'est ça. Alors moi, je n'ai pas la réponse exacte, mais je sais que, notamment dans tout ce qui est dans notre réalité, je parle, tout ce qui est légiste, lorsqu'on veut savoir l'âge de quelqu'un, on doit utiliser tout ce qui est carbone au niveau du corps, mais je ne peux pas dire exactement le terme parce que je ne maîtrise pas suffisamment, mais je comprends là où le titre veut en venir, parce que qui dit carbone modifié dit le fait qu'on puisse justement changer de corps comme on veut, et c'est l'une des thématiques phares du livre. D'accord. Donc, comme tu nous expliquais en amont, donc il y a un personnage principal? Tout à fait, un ancien soldat qui fait partie de ce qu'on appelle le corps diplomatique, donc on l'appelle le Diplo, pour faire simple. Il n'a pas de prénom. Si, il a un prénom, il s'appelle Takeshi, et son nom c'est Kovacs, puisqu'il faut prononcer, ça s'écrit K-O-V-A-C-S, mais ça se prononce à la slave, c'est-à-dire Kovacs. C'est pas mal. Alors, je réessaie. Takeshi Kovacs. Kovacs. Voilà. C'est-à-dire que c'est un CH. Exactement. Ok, Takeshi. L'écriture est bonne, c'est la prononciation. Et ça devient justement, une espèce de blague dans le livre où ceux qui ne connaissent pas se trompent, l'appellent comme tu as dit Kovacs, alors qu'en réalité ça se prononce Kovacs. D'accord. L'intrigue se passe dans un pays en particulier ou... Alors, l'intrigue se passe dans une ville qui est similaire à New York City, mais ça se passe sur Terre, sachant que le héros vient d'une autre planète, parce que dans l'univers de l'histoire, l'humanité a pu justement, avec la technologie de la puce qu'on peut déplacer et compagnie, créer des centres de téléchargement.
Donc ils ont pu s'étendre un peu plus dans l'univers, coloniser d'autres planètes, etc. Et donc lui qui est envoyé sur Terre pour cette mission, on l'appelle la sauterelle aussi. Ça veut dire une personne qui saute de planète en planète, etc. D'accord. Et donc il n'est pas terrien, bien qu'être humain, et il s'habitue en même temps que l'enquête se déroule aux mœurs de la Terre. Ah, c'est comme dans certains films où on voit des extraterrestres et une fois qu'ils sont sur Terre, ils prennent l'apparence humaine. C'est à peu près ça. On n'arrive pas à le distinguer, je suppose. Exact. Sauf que lui, ça reste un être humain, sauf qu'il est né ailleurs. Ce qu'on pourra dire peut-être dans quelques siècles, si un jour il y a des martiens véritablement, puisque nous avons, entre guillemets, je parle de l'humanité, nous avons pour projet d'aller coloniser Mars. Donc ce sera à peu près ça l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on a le nom de sa planète? Ah oui, elle s'appelle Arlan. H-A-R-L-A-N. D'accord, Arlan. Et justement, donc ça revient au prénom et au nom, Takeshi Kovacs, les premiers colonisateurs de la planète Arlan étaient japonais et slaves. D'où le fait que, voilà. Oui, l'auteur apparemment a bien réfléchi à la mise en place de son univers. Des Japonais, des Slaves qui vont conquérir Arlan. Oui, voilà. Et finalement, il y a des habitants sur Arlan. Oui. Mais en fait, leurs ancêtres sont terriens. C'est ça. C'est exactement ça. C'est intéressant. Sans compter les autres planètes qu'on décrit très brièvement dans le livre, etc. Puisqu'on retrouve des conflits qui peuvent faire penser un peu à certains éléments, soit récents, soit anciens, de notre véritable histoire. Il y a une planète qu'on décrit qui s'appelle Sharia, S-H-A-R-Y-A, et qui fait plus un rapport, d'où le nom, si vous voyez bien, la charia, qui fait plus un rapport avec les conflits arabo-musulmans qu'on a connus à travers l'histoire. Donc voilà. D'accord. Tu as anticipé ma prochaine question. J'allais te demander s'il fallait aussi faire une connexion avec la charia. D'accord. Ok, donc tu as dit, le récit se déroule 2 à 3 siècles. Oui. Après, donc on va dire, on est quoi, 23e siècle à peu près? Oui, à peu près, exact. D'accord. 23e, oui, c'est à peu près ça. Et donc il explique, à travers ses yeux, on découvre quelqu'un qui connaît plus ou moins, qui connaît une civilisation humaine, mais qui n'a pas les codes qu'il faut forcément. Donc ça permet de redécouvrir, entre guillemets, la planète Terre avec les changements. C'est très, très bien fait. Est-ce que tu as des exemples, justement? Quel peut-être code qui peut paraître normal ou automatique pour nous, et pour lui, il découvre. Alors, quel code de tête? Tout ce qui est, par exemple, hiérarchie, la lutte des classes. Pour lui, il ne connaît pas ça sur sa planète, puisque la plupart des personnes sont à peu près au même niveau. Et là, arrivé sur Terre, il voit bien qu'il y a les riches, la classe moyenne, ainsi que les pauvres. Pour lui, c'est une découverte à ce niveau-là. Et ça reste un peu compliqué, même si il y a certaines parties de sa société originelle qu'il connaît, comme par exemple, comme je disais, il y a une origine japonaise, on retrouve des yakuza qui existent sur sa planète, mais il fait le sous-entendu en disant que c'était plutôt très, protocolisé, mais ça n'allait pas plus loin que ça, alors que sur Terre, chacun a son espace bien établi, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, etc. Donc, l'auteur nous dépeint le monde, l'égalité, sociale et certainement de droit qui va avec. Tout à fait. D'ordre privilégié, de favoriser. Ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant parce qu'il aborde un sujet qui peut faire marcher sur des œufs, mais qui reste intéressant. Je l'explique. Avec la puce, normalement, donc, si la puce est sauvée quand quelqu'un décède, tu peux, à l'infini, changer de corps comme tu en as envie, puisque la puce est censée garder tes données. En gros, ton esprit. Donc, si tu as des moyens, tu peux te permettre de pouvoir vivre pendant des siècles et des siècles. Autant que tu as d'argent, autant que tu mets des choses des corps en stock, entre guillemets, puisque le clonage est facilement faisable à ce niveau-là, tant que ta puce originelle est placée dans ton cou. Donc ça veut dire que techniquement tu peux aller loin à ce niveau-là. On appelle les personnes qui font ça, on les appelle les maths, comme les mathématiques, sauf que c'est plutôt maths comme Mathusalem. Qui date depuis longtemps. Et c'est là où ça devient intéressant. Et l'enquête commence avec le meurtre d'une jeune catholique
parce que les catholiques refusent de pouvoir de vivre indéfiniment. Ils te disent non, c'est pas ce que Dieu a voulu. Donc, les catholiques refusent et on suit l'enquête avec le héros, Takeshi Kovacs, pour savoir qui a tué la catholique, parce que les catholiques, comme ils disent, ils ont décidé, non, on va pas plus loin que ça. Nous, on a une vie, on fait une autre vie et ça s'arrête là. Donc, c'est tout bénef pour le tueur, alors que dans la vie du livre en question, si on n'est pas catholique, on reprend la puce, on interroge la personne et voilà, elle dit, ah oui, c'est un tel qui m'a tué et ça s'arrête là. Oh, à ce point. Voilà, c'est ça. C'est là où ça devient intéressant. Est-ce qu'on peut dire justement ce principe de puce, c'est une forme de réincarnation numérique technologique? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et c'est de ça que ça parle précisément. Qu'est-ce qu'il en est de la réincarnation, etc. C'est pas que le sujet du livre, mais c'est en grande partie l'un des sujets qui est abordé. À se demander qu'est-ce qu'un corps? Est-ce qu'on habite notre corps si on avait le choix d'en changer? Et est-ce qu'on a la possibilité de vivre des milliers de vies supplémentaires sans se soucier, ou bien en ayant peut-être une attache qui fait que ça peut faire mal parfois de se dire, tiens, aujourd'hui, je suis par exemple de cette couleur, de cette taille, etc. Et puis je me réincarne, ou je suis blond aux yeux bleus, par exemple. Quelles vont être les retombées psychiques de ce genre de choses? Je fais une digression puisque, au début, je n'avais pas compris le concept. Mais là, maintenant, mon imagination va dans beaucoup de sens. Oui. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si dans l'ouvrage, il y a ce concept, mais est-ce qu'il y a des relations intergénérationnelles, style que c'est l'occasion d'échanger avec peut-être des arrière-grands-parents. Peut-être nous, justement, c'est ça le principe. Peut-être certains d'entre nous avons pu connaître des grands-parents, voire des arrière-grands-parents un peu de temps. C'est l'occasion peut-être d'échanger avec des ancêtres qui datent depuis longtemps. Tout à fait. C'est abordé dans le livre de façon très subtile, puisque comme je disais, on suit une enquête. Ils expliquent que certaines familles décident de, entre guillemets, décuver, on va plus dire ça comme ça, certains arrière-grands-parents, ceux qui le souhaitent, de façon à participer aux fêtes de famille, mariage, naissance, etc. Juste pour une occasion. On prend les puces, on injecte dans ce qu'on appelle les corps synthétiques, parce qu'il y a des corps de chair et il y a des corps synthétiques. Les corps synthétiques n'ont pas tous les muscles ni les mêmes fonctions qu'un corps biologique, mais c'est juste pour l'occasion. C'est-à-dire que pour une journée, on va, entre guillemets, déterrer papy et mamie, les injecter dans un corps, leur présenter l'arrière-petit-fils, etc. Et puis après, hop, on retourne et puis on dévoie une autre... Donc ça fait des familles plus soudées, mais ça reste tendancieux parce qu'avec la technologie, il y en a qui te disent « Non, j'ai pas envie, mon temps est fini, ça s'arrête là. » Ouais. D'accord. Justement, par rapport à cette technologie présentée dans l'ouvrage, est-ce que c'est une réalisation terrienne ou bien de la planète Arlan, pardon. Arlan. Non, c'est une réalisation terrienne, de ce que j'ai compris. C'est une réalisation terrienne, mais il n'explique pas tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que la Terre a été la base du début d'une colonisation planétaire, tout simplement. Ce qui fait qu'elle a réussi, apparemment, dans l'histoire du livre. Et il y a des personnes éparpillées un peu dans la galaxie. Pas trop loin non plus. Quand je dis pas trop loin, en termes d'infrastructure. Puisque, comme je disais, par exemple, il est renvoyé sur Terre, le héros, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle communément un gros bras. Mais comme il est doué en termes d'intuition, etc., pour pouvoir saisir, tout ce qui est de l'ordre de la subtilité pour une enquête, on le fait venir de sa planète alors qu'il n'en avait pas du tout envie. Par contre, on lui donne une prime, on lui dit écoutez, vous avez tant de jours pour réussir l'enquête, etc. Donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment une sorte de mission, pas impossible, mais... C'est pratiquement ça, oui. Une mission. D'accord. Donc, en gros, c'est ce type d'ouvrage inspiré des personnes comme Elon Musk et... Je serais tenté de le penser, oui, non, clairement. Des fois, je me dis que oui, peut-être qu'il l'avait avant, puisque effectivement, le parallèle est parfait. Quand je relis cette histoire maintenant, puisque comme j'ai connu le livre à peu près vers 2009 et il était sorti en 2002, entre-temps, on a tous fait la connaissance d'Elon Musk et je vois qu'effectivement, on va à peu près avec le réseau Neuralink qu'il veut mettre en place. Qui est-ce qui est venu en premier? Je ne sais pas, mais en tout cas, le livre aborde le sujet un peu comme Elon Musk, justement. D'accord. Alors,
entre le début et la fin Oui. du récit, de l'ouvrage, combien de temps qui s'écoule? Des jours, des années, puisque le personnage principal a une mission à accomplir dans un laps de temps réduit. Donc, Oui. Finalement, est-ce que c'est le temps de sa mission ou bien on prend plus de temps ou... Alors, c'est le temps de sa mission et le temps qui découle entre le début et la fin du récit. Je crois que c'est à peu près 2 ou 3 mois. Parce qu'il a le temps, il a carte blanche, entre guillemets, puisque la personne qui l'engage, c'est un Mathusalem, un math qui apparemment se serait suicidé. Mais le math lui-même n'est pas convaincu de cette possibilité, puisqu'il dit, mais non, pourquoi je me serais suicidé alors que j'ai pléthore de corps, ma puce est enregistrée en backup, c'est-à-dire en sauvegarde, pardon, tous les jeudis à 10h par exemple, il n'y a aucun intérêt. Et comme la police a rapidement clôturé le dossier, il a dit non, c'est pas normal que je me suicide, je veux savoir pourquoi. Donc j'ai engagé la crème de la crème et là commence l'enquête, etc. D'accord. Mais est-ce que justement, entre guillemets, le suicidé, il y a une perte de mémoire à ce moment-là? Tout à fait. D'accord. Si par exemple, comme je disais, il y a la sauvegarde qui se fait tous les jeudis à 10h, s'il s'est tué le mercredi comme l'histoire le dit, forcément, depuis jeudi dernier, il ne sait pas ce qui se passe. Donc il se dit, mais pourquoi je me serais suicidé? D'accord. Ah, ben là, ça met du piment encore. C'est ça, voilà. Exact. Donc ça reste vraiment très très intéressant de suivre la trajectoire des personnages, pas seulement du héros, mais vraiment... Oui, décidément, tu anticipes toutes mes questions. J'allais te demander, bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du personnage principal. Est-ce qu'il y a soit des personnages secondaires ou bien des associés qui arrivent ou ceux qui arrivent, j'imagine, souvent aussi des obstacles, des personnages Tout à fait. qui viennent gêner le personnage dans sa progression. Exact. Alors, pour répondre, donc déjà, en termes d'aide, il y a ce qu'on appelle la police, tout simplement. Ah bon, ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Et il y a ceux qui décident de pouvoir garder leur puce, etc. Et il y a ceux qui, justement, disent non, je préfère rester tel quel par conviction, etc., qui ne refusent d'avoir la puce au niveau du cou. Il y a également des mercenaires qui sont engagés pour contrecarrer l'enquête du héros, parce que cette enquête gêne au plus haut lieu, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent des Nations Unies, mais au niveau planétaire. Et au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que ça ne va pas être juste une affaire de mœurs, que ça va beaucoup plus loin que ça. Et résultat des courses, il y a des personnes qui sont engagées et qui, eux, n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur disponibilité. Par exemple, un exemple tout bête, selon la loi, dans l'histoire du livre, on est censé avoir une puce et on peut avoir plusieurs corps, pardon. C'est-à-dire que... Attends, stop. Oui, dis-moi. Alors, non, c'est que je suis en train d'emmagasiner au fur et à mesure, puisque pour moi, c'est une nouvelle technologie. Donc, Oui. Même si mon imagination va dans plein sens, donc j'assimile au fur et à mesure. Donc, on a le droit à une puce, mais plusieurs corps. Oui, tout à fait. D'accord. Continue. Plusieurs corps. Donc ça veut dire que qui dit une puce dit qu'on peut changer de corps au fur et à mesure, Oui. etc. D'accord. Mais par contre, ce qui est puni par la loi, c'est d'avoir plusieurs puces pour plusieurs corps. Puisque en gros, c'est comme si je peux me dupliquer en veux-tu, en voilà. Et ça, c'est problématique. Et parce que concrètement, ça reste une forme de parasitage. Si j'ai envie de me multiplier 100 fois, D'accord. voilà, donc c'est problématique. Donc le fait de pouvoir dupliquer sa puce est interdit par la loi. Sauf que bien sûr, les méchants dans l'histoire ne se gênent pas du tout pour le faire. Donc là, vraiment, on a une sorte de... Par rapport à ce qui est interdit par la loi, on a une sorte de clonage à double niveau. C'est ça. C'est pas seulement clonage au niveau du corps, mais aussi par la pensée ou l'esprit. Voilà. Oh là, ben ça c'est pas bien ça. Oui, il faut punir ça. Exact. D'accord. Et c'est puni par la loi, justement. Et les peines de prison sont beaucoup plus longues dans cette situation. Puisque qui dit plus, par exemple, qu'on peut mettre quelqu'un, entre guillemets, ils appellent ça, j'ai oublié le terme qu'ils utilisent, je crois que c'était au cachot, mais j'ai oublié le terme, c'est minimum du 200, 300, etc., 300 années, pardon. Puisque forcément, qui dit plus, on peut la stocker très rapidement et on n'entend pas parler de la personne. D'accord. Il n'y a pas un système où on met la personne en mode veille? Oui, ça existe, c'est ça. Ils appellent ça le virtuel, tout simplement. D'accord. Le virtuel. Oui, c'est-à-dire qu'on peut mettre quelqu'un
au noir, c'est-à-dire que la personne, elle n'a plus son corps, mais elle est stockée en tant que puce. Mais on peut aussi l'interroger en virtuel, c'est-à-dire qu'on stimule la puce avec des électrodes pour la faire passer dans un monde virtuel où elle est interrogée, par exemple. Une salle d'interrogatoire n'a pas forcément besoin de lieu d'être. On branche la puce sur un logiciel qui simule la salle d'interrogatoire, et voilà. Pareil pour une prison, justement. Décidément, on peut aller loin. C'est ça, on peut aller loin. Et ce qui est bien avec ce livre, justement, c'est que ça permet d'avoir une première approche sur tout ce qui est transhumanisme. Parce qu'effectivement, dans notre monde réel, c'est là où on se dirige. Donc, commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, d'un point de vue, social, moral, religieux, etc. Tous ces sujets-là sont abordés dans le livre. Donc, finalement, derrière le cadre science-fiction, il y a vraiment des questions de société qui sont abordées par l'auteur. Tout à fait. Et c'est au lecteur plus ou moins de prendre position ou bien d'imaginer la suite des événements. Exact. Et c'est ce que j'apprécie avec ce livre, c'est qu'il ne tient pas les gens par la main, c'est qu'il propose différentes questions. Et justement, le lecteur, c'est à lui de se forger une idée. Je parlais tout à l'heure du meurtre d'une personne catholique qui, par conviction religieuse, refuse d'utiliser la technologie. On te dit, mais bon, le tueur, il est dehors toujours. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas forcer les gens à témoigner et après ils retournent et ils te disent, non, c'est ma religion, c'est ma foi, je n'ai pas envie d'utiliser. Ok, ça s'est passé. Mais entre guillemets, je suis mort, ne me faites pas revenir. Ça va au-delà de mes convictions religieuses, puisque je joue avec le principe de vie. Donc, il n'y a pas de réponse à proprement dit, mais il y a des choix moraux qu'on peut déduire, et après, on se forge son opinion en fonction de son avis, tout simplement. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure par rapport aux personnages qui se mettent sur la route. Oui. Du personnage principal, Kovacs. Oui, c'est ça. J'ai réussi à bien prononcer cette fois-ci. donc, ceux qui se mettent sur la route de Kovacs, ils sont prêts à utiliser n'importe quel moyen pour atteindre leur fin. Exact. Kovacs a-t-il la même moralité? Qu'est-ce qu'il dispose? Alors bien sûr, c'est un petit peu spoiler l'histoire. Au fur et à mesure, il se rend compte que pour pouvoir lutter contre ses ennemis, il va devoir faire des choses qui sont pas très claires. Et donc, vers la fin du livre, justement, il utilise une double puce, ce qui est interdit, comme je disais, avec 2 corps différents, de façon à pouvoir blouser l'ennemi du livre, entre guillemets, l'ennemi principal, parce que c'est une des justement, Mathusalem, etc. Et donc, comme ce sont des gens qui sont intouchables parce qu'ils ont les moyens, ils sont, entre guillemets, au-dessus des lois, et qu'effectivement, l'enquête révèle, c'est qu'il y a une loi qui allait être votée par les Nations Unies pour pouvoir restreindre tout le monde, entre guillemets, à la même échelle. Donc, il se dit, pour attaquer, ça va être compliqué en attendant. Donc, je suis obligé de faire comme l'ennemi, d'avoir une double enveloppe, double puce. Et l'une va servir d'alibi et l'autre va aller chercher les preuves. Voilà. Ok. Ça, Colombo a eu quelques difficultés. Voilà, c'est ça. Est-ce que, bien sûr, en science-fiction, moi, dans ma tête, automatiquement, je vois Star Wars. Est-ce qu'on a des armes du style Star Wars, ou bien d'autres armes du futur? Est-ce que, comme tu parlais de la police, il y a une bande de malfaiteurs. Est-ce qu'on a entre guillemets, des armes classiques, comme on voit aujourd'hui, même si parfois certaines armes peuvent impressionner pour leur vitesse de propulsion de munitions, mais est-ce il y a eu des progrès à ce niveau-là aussi? Alors, oui, il y a pas mal de progrès. Alors, je vais peut-être te surprendre. Donc, on a tout ce qui est fusil classique avec des balles normales. On a aussi des fusils avec laser qui sont réglables sur petite distance ou grande distance, puisque le faisceau lumineux peut être géré. On a aussi des couteaux avec poison programmé. Donc, si par exemple, je me coupe ici, hop, la personne est empoisonnée, c'est bon, on l'a fait régler.
On a aussi ce qu'on appelle des neurachem dans l'histoire de livre. Chem, comment je peux te dire? Comme chemistry, tu vois, c'est-à-dire chimie. C'est-à-dire que tu as des, comme tu changes de corps, tu peux avoir des corps évolués, comme par exemple un corps où tu vas, par réflexe, tu sauras par exemple te protéger plus rapidement que la normale, puisque le corps est déjà entraîné en cuve à pouvoir avoir les meilleurs réflexes, la meilleure musculation, etc. possible. Et une ouïe plus développée ou un œil plus développé, etc. Voilà l'exemple de choses qui en ressort. Donc ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Et même au niveau des drogues, à un moment, puisqu'ils traînent dans les bas-fonds, on explique qu'il y a des drogues qui se collent comme des patchs et qui font vriller complètement. Donc voilà, à un moment, il est obligé d'utiliser ça pour baisser sa température corporelle, parce qu'il doit entrer dans un immeuble où c'est la détection de chaleur, etc. D'accord. Pendant le temps de Kovacs sur Terre, oui. Est-ce qu'il est en contact avec sa planète d'origine ou bien vraiment, on a dit, ben, tu pars en mission, tu te débrouilles à toi, ou est-ce qu'il y a des comptes rendus, des rapports? Est-ce qu'il fait appel à de l'aide extérieure? Alors, il n'a pas de contact avec sa planète, mais par contre, on a beaucoup de flashbacks qui permettent de voir comment il vivait auparavant. Deux types de flashbacks, ceux qui se passent dans sa primo-enfance, dans son enfance et le début de l'adolescence, et puis quelques flashbacks qui racontent sa vie en tant que soldat diplomatique qui allait de planète en planète régler des problèmes, etc. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet de mieux comprendre la psychologie du personnage et le côté, entre guillemets, je m'en foutiste, excusez-moi pour le terme, lorsqu'il va sur la planète Terre. Parce qu'il arrive, il sait qu'il est vu comme un étranger et ça ne le dérange pas du tout de déranger. Ça ne le dérange pas de déranger. C'est ça. Et on a des informations, tu as parlé de son enfance, son adolescence, de sa famille. Il a des frères et sœurs, une famille, des parents. On parle rapidement de sa petite sœur, mais c'est juste évoqué dans les flashbacks. Et on parle aussi de son père, là où il parle un petit peu plus en disant que son père était violent et que c'était quelque chose qui était difficile pour lui à gérer, ce qui a fait que lui-même a été plus ou moins intéressé par cette violence, et en grandissant, même à travers l'histoire aussi, il apprend à être détaché vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire qu'il devient plus calme, mais en tout cas, il arrive à mieux se régler. Et il y a une scène qui me plaît particulièrement, c'est que vers la fin du livre, quand il décide pour pouvoir avoir un alibi et en même temps aller chercher des preuves, il y a double puçage, on va dire ça comme ça, il parle à lui-même et il se dit, comme il est prisonnier du temps, il doit respecter un timing précis. Il est avec son double et il discute avec son double et il dit, de quoi on va parler? Il dit, non, on n'a rien à se dire, on sait déjà tout ce qu'il y en est. Il dit, il serait peut-être bien qu'on parle un petit peu de papa. Il dit, j'ai pas envie, etc. C'est vraiment un dialogue assez marrant dans le sens où on sent vraiment qu'il a du mal à évoquer son enfance, mais en même temps il se dit, tant qu'à faire, je suis avec moi-même, on va discuter du sujet qui fâche. Donc on a une introspection à deux. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'aurais jamais cru possible d'employer cette phrase-là, une introspection à deux. Exact. Et c'est ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que effectivement, je m'attendais pas du tout à cette scène, et finalement, je trouvais ça très plaisant parce qu'il est revenu sur ses blessures d'enfance le temps de quelques pages. On a son âge? On sait quel âge il a à peu près? Moi, je ne pourrais pas répondre parce que comme il a à peu près, dans la description du personnage, il faut dire aussi que j'ai été influencé par la série lorsque je l'ai vu. Il a à peu près 40 ans. D'accord. Et tandis que l'histoire explique bien que c'est quelqu'un qui a au moins 2 ou 3 siècles d'histoire. Sauf qu'il en a passé pas mal en prison. Donc, D'accord, il y a ça aussi. Mais justement, souvent, des personnes qui lisent, qui voient le film ou la série, des fois, ils mettent en avant un décalage. Est-ce que tu as vu un décalage ou est-ce que tu sens une fidélité entre l'œuvre originale et l'adaptation? Alors, c'est clairement une adaptation. Ils ont fait des choix pour la série que j'ai relativement apprécié. Mais dans l'ensemble, j'ai été plutôt convaincu. Par exemple, dans la série, à un moment, ils font intervenir sa petite sœur, qu'on décrit brièvement dans le livre. Et dans la série, elle a une histoire beaucoup plus longue. Elle est même, un personnage pivot de l'histoire.
Bon, j'ai pas compris pourquoi les scénaristes ont fait ce choix, mais en tout cas, non, ça passe, on se comprend à ce niveau-là. Et puis bon, il y avait plus d'effets graphiques dans la série. On n'a pas le temps de découvrir la psyché du personnage. Mais bon, dans l'ensemble, je reste plutôt convaincu. Ça m'avait assez convaincu dans l'ensemble. C'est un film qui dure à peu près combien de temps? Comme c'est sous forme d'épisodes, on est à peu près sur 8 épisodes. Donc voilà, à voir sur le N rouge, comme on le dit là. Donc voilà, ça reste intéressant, mais réservé quand même à un public averti. Parce qu'il y a des scènes de violence qui sont assez crues parfois. Et ça se justifie de par l'histoire, c'est-à-dire que pour blesser quelqu'un, c'est plus compliqué qu'auparavant, puisque cette personne peut changer de corps en 6-4, etc. Donc voilà. Ouais, ça demande quand même une gymnastique pour le réalisateur. Hein, voilà, c'est ça. C'est plus facile de le concevoir sur le papier. C'est exact. Bon, après, la fidélité pure entre le livre et le film, bon, c'est très difficile. Il y a des questions d'ordre technique, autres. Bon, oui, après, tout à fait. Mais malgré tout, ça reste une bonne adaptation. D'accord. Et alors, je ne sais pas si je peux poser cette question sans spoiler. Est-ce qu'il y a une fin ou bien une suite envisageable? Alors, il y a une fin et une suite. Je m'explique. Ce que j'ai apprécié aussi avec comme le héros, Takeshi Kovacs, c'est qu'on le voit sur 3 tomes exactement. Sauf que on peut lire n'importe quel tome et avoir une histoire complète du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les 3 ne se suivent pas forcément. D'accord. Malgré tout, je préfère toujours le premier, celui que je viens de décrire, à savoir Carbone modifié. D'accord. Donc, Carbone modifié, c'est le tome 1. Voilà, exact. Et après, ils ont appelé Carbone modifié tome 2 avec un autre sous-titre, Carbone modifié tome 3 avec un sous-titre. Mais le premier, voilà. Sachant que, comme je dis, on peut lire les 3 dans l'ordre qu'on veut, on aura une histoire qui sera toujours cohérente. D'accord. Et bon, je sais que c'est pas le sujet principal, mais dans les autres tomes, il est aussi sur Terre? Non, dans les autres tomes, alors dans le deuxième, je crois il est dans une planète similaire à celle que je parlais, Sharia, à un moment. Il est face à un conflit planétaire, etc. C'est plus compliqué. Quelqu'un qui a pris la dictature sur l'ensemble d'une planète et il doit faire tomber cette dictature. Et dans le troisième tome, il est chez lui, à Arlan. Et ça explique justement un petit peu plus ses origines, c'est beaucoup plus creusé, etc. Donc voilà, mais même la fin du troisième, aussi bien du deuxième d'ailleurs, ça reste relativement ouvert. Si un jour l'auteur a envie de faire un tome 4, il pourra le faire sans problème, quoi. Tu as dit, le premier tome, il est paru vers quelle année? En 2002. 2002, d'accord. C'était le premier livre de l'auteur qui s'appelle Richard Morgan. Et il a eu un prix pour ça, le prix Philippe K. Dick. Pourquoi je dis ce nom-là? Parce que Philippe K. Dick a été un auteur de science-fiction qu'on a retrouvé beaucoup dans le cinéma, notamment Blade Runner, c'est lui, les origines de Matrix, j'ai pas dit que c'est lui qui a fait Matrix, les origines de Matrix, on lui doit aussi. Il y a eu pas mal de films de science-fiction qui ont été tirés de ses livres. Et donc voilà, recevoir ce prix-là pour un premier roman en plus de science-fiction, ouais, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On parlait en amont, justement, dans la science-fiction, qui est vraiment un domaine très large, oui, avec des catégories, des sous-catégories. Carbone modifié, tu le classes dans quel type de catégorie ou sous-genre? Alors, c'est très simple. Carbone modifié reste de la science-fiction que je peux qualifier de cyberpunk. C'est-à-dire, on est dans un monde futuriste avec énormément de technologie et où on se pose des questions sur l'avenir de l'humanité, etc. C'est vraiment cette catégorie-là, cyberpunk. D'accord. Un peu comme Matrix, justement. Ah, oui, les anciens, je ne sais pas si la nouvelle génération a connu Matrix. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui ont peut-être la quarantaine, au-delà de la quarantaine, un peu plus de 40, autour, Matrix, ça peut parler. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque de Matrix, quand Matrix est sorti, on s'interrogeait sur l'humanité et la technologie. Et
l'ambiance de l'ouvrage, c'est une ambiance futuriste. Malgré futuriste, on est dans le futur, mais on continue aussi à s'interroger. Donc, cette interrogation est perpétuelle. C'est ça, tout à fait. Et c'est ce que j'apprécie avec le genre même de la science-fiction, c'est que ça permet de s'interroger sur nos choix de société. Parce que, effectivement, quelqu'un qui lit le livre Carbone modifié peut dire, bon, c'est marrant, c'est une fiction. Mais quand on regarde, comme on disait tout à l'heure, Elon Musk qui a décidé de mettre en place le projet Neuralink, on se dit, ah, c'est pas si éloigné que cela. Pareil aussi pour, par exemple, j'ai oublié le nom du prochain objet d'Apple, c'est des lunettes en 3D. Prochainement, on pourra faire, entre guillemets, une grande partie de sa vie dessus, puisqu'on pourra accéder à des applications, son carnet, etc. Tout ça va passer par là. Donc, est-ce que ça ne rapproche pas du fait de créer des mondes virtuels au point où on en est véritablement enfermé, puisque les lunettes en 3D permettent justement cet enfermement. Sachant que la technologie va évoluer, évidemment. D'accord. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si actuellement c'est déjà le cas, puisque bon, dans tout ce qui est virtuel, donc bien sûr, on a le visuel, on a le son. Je ne sais pas si au niveau des autres sens, comme l'odorat, le goût, si c'est déjà, bon, je ne suis pas un expert en la matière, si c'est déjà avancé aujourd'hui en 2023. Donc j'imagine que peut-être à l'époque donnée dans l'ouvrage, on pourra sublimer les sens. C'est ça. Ils utilisent une technologie toute simple, c'est-à-dire des trodes qu'ils mettent un petit peu sur le crâne et qui permettent justement de provoquer le sommeil, un peu comme dans une opération avec, comme on appelle déjà les médicaments, et où on s'endort, mais où on se réveille en virtuel. Et à ce moment-là, si par exemple j'ai besoin de rester, par exemple, 3 minutes en monde réel, mais peut-être 2 jours en monde virtuel au bord de la plage, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. Par contre, moi, qui m'impressionne avec toi, c'est que à chaque fois, pour chaque outil ou bien action, il y a un terme. Il y a un terme et tu ne te mêles pas les pinceaux dans les termes. Donc, bon, des fois, bon, ça peut être des termes assez simples, mais qui ont un autre sens, comme les maths. Oui, tout à fait, tout à donc, fait. Forcément, maths, surtout que j'entends ça régulièrement, maths, donc moi, j'imagine des chiffres, des calculs, de la géométrie, et non, là, il faut penser à Mathusalem pour le coup. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, c'est bon, l'auteur a quand même. Bon, je ne sais pas si c'est propre au genre ou si c'est l'auteur, vraiment une imagination au niveau du vocabulaire. Exact. Apparemment, quand je lis ce livre, effectivement, je sens qu'il y a une très longue, réflexion sur la mise en place de l'univers. Et ça, c'est intéressant parce que, comme on suit une enquête, mais une enquête, ça reste relativement, il y a un élément déclencheur, on va essayer de trouver le coupable, etc. Mais à travers ce schéma-là, il a réussi quand même à exploiter, à faire découvrir l'ensemble de l'univers de l'histoire qui va bien au-delà d'une simple enquête qui se trouve dans une ville sur Terre. Parce qu'on parle quand même d'un réseau planétaire, etc. Et tout est lié de façon à pouvoir faire grossir ce qu'on appelle communément le lore du livre, ou plutôt l'univers du livre, quoi. Tout à l'heure, en parlant du personnage principal, tu disais qu'on avait aussi des flashbacks par rapport à une partie de sa vie. Est-ce qu'il y a ce procédé de flashback par rapport à la vie sur Terre? Puisque, bon, là, on est dans une époque assez éloignée de maintenant, mais est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que l'auteur dit, je sais pas moi, vers 2023 ou au 19e siècle ou au Moyen-Âge, on fonctionnait de telle façon ou pas? Pas exactement, mais il faut savoir que les personnages qui sont les maths, justement, ont des siècles derrière eux, et parfois ils disent « Oh, bon, j'étais là lorsque la colonisation a commencé. » Alors que bon, ce sont des personnes dans le livre qui sont décrites comme jeunes, puisque tant qu'à faire, ils ont les moyens, ils gardent des corps qui sont relativement jeunes, saillants, etc. Tout et tout. Et eux, ce qui est bizarre, c'est qu'ils parlent entre guillemets, comme des personnes âgées, ce qu'ils sont en réalité, en disant « Oh, vous étiez même pas nés, j'ai vu quand on a vu les premières fusées décoller, etc. On allait coloniser telle planète, etc. » Et ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Donc, l'expression « vieux comme Mathusalem » n'a plus de sens. Donc, voilà, c'est ça. Jeune rajeuni comme Mathusalem. Exact. Mais ils sont pas très appréciés de la société, justement, pour ce côté,
où il défie les normes vitales les plus élémentaires. On a envie de vivre pendant des siècles, on le fait sans problème, puisqu'il faut avoir les moyens malgré tout. D'accord. C'est une question de moyens surtout. Donc finalement, il n'y a pas cette égalité. Non, quoique, c'est sur Terre. Il y a Oui. pas, donc sur l'autre planète, il y a l'égalité. Encore sur Terre, la distinction de classe fait que on n'en a pas le même sort. C'est ça. D'accord. Dis-moi, ta passion pour la science-fiction date de quand? Oula. Ah, ça c'est une question piège. Non, sincèrement, c'est une simple question. Non, je plaisante. C'est vraiment, je ne pourrais pas te dire exactement. Je sais que elle est venue d'abord grâce au cinéma. Et ensuite, je pense que j'ai lu certains ouvrages. Il y en a un qui me vient en tête qui s'appelait Fast Forward, un peu comme l'avance rapide sur la touche des magnétoscopes à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Voilà, exact. Et ce livre était marrant parce que justement, ça racontait l'histoire de quelqu'un qui revenait à chaque fois au début de sa vie, mais qui savait ce qui allait se passer, puisqu'il avait déjà vécu sa journée. Si par exemple, au départ, j'ai oublié à peu près le terme, mais il vivait jusqu'à 23 ans, d'accord? Et puis il mourait, et puis il revenait à l'âge de ses 10 ans, et puis il continuait. Et puis il allait par exemple jusqu'à 24, jusqu'à 25, etc. Non, c'est plutôt le contraire. Il descendait de 23, il mourait à 22, etc. Sauf qu'il y a des éléments qui se passent sur Terre. Et il pouvait prédire qu'il y avait tel match, ça allait donner ça, etc. Et là, ouais, ça devenait très compliqué. Et à un moment, il se rend compte qu'il y a d'autres personnes comme lui qui vivent leur vie plusieurs fois. Mais c'est compliqué de se dire que, par exemple, parce qu'à un moment, il fait un calcul mathématique et il arrive à comprendre qu'il va mourir à telle date. Donc, comme la fenêtre est restreinte, ça devient compliqué pour lui d'avoir un plan de vie, de se demander pourquoi c'est à lui que ça arrive, etc. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre. Voilà l'un des livres qui m'a vraiment fait aimer la science-fiction. Oh. Alors, en guise de conclusion, est-ce que tu as un passage préféré de Carbone modifié? Alors, est-ce que j'ai un passage préféré? Oui, j'ai un passage préféré qui est pratiquement la toute fin, où Takeshi Kovacs décide de retourner chez lui. Et il explique en gros qu'il sait qu'il dérange, qu'il a apprécié ça, mais qu'il n'a plus rien à faire là et que de toute façon, toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant cette enquête, qui sont encore vivants évidemment, il leur dit profitez de votre vie tout simplement. Voilà, et puis il s'en va. Et voilà, ça se finit comme ça. Alors, profiter de votre vie, c'est le mot de conclusion. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présentation. On ne s'est pas ennuyé. Merci, c'est gentil. Donc, est-ce que tu peux redonner à nos téléspectateurs le titre et le nom de l'auteur? D'accord, alors ça s'appelle Carbone modifié. L'auteur s'appelle Richard Morgan et c'est un livre qu'on peut trouver assez aisément avec les éditions Bragelonne ou Bragelonne, j'ai jamais su comment se prononçait, et qu'on peut trouver également en support de série justement sur Netflix. Il y a 2 saisons précisément, mais la saison qui raconte le premier livre, c'est la première saison. C'est la première saison. Voilà. Je te remercie beaucoup. En tout cas, comme je le disais, on ne s'est pas ennuyé avec toi parce que, puisqu'on en discutait avant le début de l'émission, moi, je suis plutôt livre de non-fiction. Les livres de non-fiction, je les dévore très rapidement. Oui. De temps en temps, je lis une fiction, mais là, ça donne envie. Merci, merci. Et surtout que, effectivement, ce qui est intéressant, le but n'est pas de lire la science-fiction pour la science-fiction, mais vraiment, comme je pense dans la plupart des ouvrages qu'on a la possibilité de lire, d'interroger le monde actuel, le monde à venir et notre représentation au monde. Oui, c'est ça. Et puis, c'est à nous, lecteurs, d'apporter les réponses. Exact, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui avez pris le temps de nous suivre. Et j'espère vraiment que, tout comme moi, vous avez utilisé votre imagination, votre côté créatif. C'est très important de temps en temps de l'utiliser. En tout cas, si, comme Alain, vous souhaitez présenter un livre qui vous passionne, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans Plaisir de lire sur le plateau.
Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.